Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me présente, Emmanuel Kessler, je travaille à Europol. Je suis commandant de police à l'origine, donc de la police judiciaire française. Mais aujourd'hui, oui, vous pouvez, sans problème. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter un état des lieux un peu de la situation au niveau européen, au niveau de la lutte contre la cybercriminalité. Comment ça se présente ? Vous êtes dans vos fonctions, si vous travaillez en entreprise, ou si vous vous intéressez à la cybercriminalité, aux tendances, bon, vous serez parfois amené, vous êtes ciblé par des attaques dans les entreprises. Vous devrez faire face à des cybermenaces. La question qui se pose toujours, c'est de savoir, ces groupes qui nous attaquent, quelles sont les actions qui sont menées sur ces groupes, au-delà de l'effort de se protéger, des bons gestes de cybersécurité. Quels sont, entre guillemets, que fait la police, très clairement? Je vais vous apporter un éclairage, notamment au niveau européen, sur les activités qui sont menées contre ces groupes d'attaquants. Je vais vous présenter Europol. Qu'est-ce qu'on fait sur ces grandes enquêtes cyber? C'est un domaine qui n'est pas toujours évoqué. Je vais essayer d'en partager un peu plus avec vous aujourd'hui pour vous donner un peu ce visuel sur comment on essaye de neutraliser ces groupes d'attaquants qui vont cibler les entreprises, qui vont cibler les particuliers. Et donc, heureusement, oui, que ce soit au niveau national, au niveau européen ou international, je dirais les groupes d'enquête, les services de police, gendarmerie effectuent un travail, dont les résultats parfois ne sont pas toujours calculables en tant que tels, mais on va essayer aujourd'hui de mieux en délimiter les contours, les impacts, car des histoires positives, il y en a. Je vais vous présenter des opérations européennes que nous diligentons donc régulièrement. Et vous allez voir comment un peu ça s'organise au niveau de l'enquêteur, son travail quotidien, sa capacité d'action pour garantir votre sécurité en tant qu'entreprise, en tant que particulier. On évoquera aussi quels sont les challenges, quels sont les obstacles pour l'enquêteur. Et j'espère que ça pourra vous donner aussi, en tant que citoyen, en tant qu'acteur économique, ça pourra vous donner une vision sur les perspectives, quelles sont les évolutions que l'on peut attendre au niveau européen. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. À la fin de la présentation, je suis à votre disposition aussi pour discuter un peu plus spécifiquement sur des points particuliers. Donc, commençons. Alors voilà, ça c'est le plan de la présentation. Donc je vais vous parler dans un premier temps rapidement de ces du Centre cybercriminalité d'Europol, l'agence européenne de lutte contre le crime organisé et contre le terrorisme. Je vais vous présenter donc des opérations qui ont été diligentées ces dernières années avec leurs résultats, avec leurs conséquences. Je vais aussi vous parler du dernier rapport qui est fait par Europol à IOCTA sur la problématique notamment de la donnée personnelle. Maintenant, la cybercriminalité, elle va beaucoup tourner autour de la donnée personnelle. La donnée personnelle, elle va être cible, objet de commerce de la part des groupes attaquants, et beaucoup de choses tournent autour de cette problématique. Et donc, je vous inviterai à lire le rapport, à accéder au rapport IOCTA, qui est un rapport en ligne, accessible, si cela vous intéresse. Je dirais que, personnellement, en tant que commandant de police, ça fait maintenant 15 ans que je travaille sur la matière cyber, et notamment sur la coopération internationale. Pour nous, il y a 3 enjeux quand on travaille sur ces grosses enquêtes qui visent à démanteler, neutraliser les groupes de hackers, les groupes d'attaquants. Le premier enjeu, ce sera de négocier, de garantir des conditions de coopération qui soient favorables au niveau international. Le deuxième enjeu, c'est ce que les Anglais appellent le capacity building, renforcer des compétences à notre niveau, de l'expertise qui nous permet de travailler, mais aussi au niveau des groupes partenaires étrangers. Et enfin, bien sûr, la finalité pour nous, c'est d'identifier les attaquants,
de les neutraliser par des interpellations, par des enquêtes judiciaires, de manière à les retirer du système pendant un certain temps et de casser les infrastructures utilisées par les cybercriminels qui ciblent les entreprises et les particuliers. Alors, Europol est une agence qui est basée aux Pays-Bas, à La Haye. Donc, c'est une agence qui donc comprend 1200 personnes on va couvrir le crime organisé, le contre-terrorisme. On est une agence de soutien international. C'est-à-dire que, on dépend de l'Union européenne, on ne dirige pas les enquêtes. C'est une grosse différence avec d'autres systèmes internationaux. Le FBI aux États-Unis va diriger les enquêtes. Nous, ce n'est pas le cas. Nous, ce sont les services européens qui vont venir nous voir et nous dire on a une enquête en matière cyber qui est énorme, qui nécessite une action pendant des mois, voire pendant des années, et on va fournir un pack de soutien pour cette enquête. On va fournir des experts, des capacités d'échange d'informations sécurisées, de l'expertise en matière forensique, d'analyse de données. On va permettre leur coupement de données et on va mettre en partage, je dirais, cet échange entre les différents services européens qui vont pouvoir neutraliser ces groupes qui vous ciblent en tant que particulier ou entreprise. On ne travaille que sur les enquêtes internationales, donc si une affaire ne concerne que la France, ce sera la police judiciaire, la gendarmerie qui vont travailler dessus. Nous, par contre, dès le moment où il y a plusieurs pays impliqués, et il faut être clair, en matière de cyber, c'est l'énorme majorité des cas, il y a plusieurs pays impliqués, les États membres, donc France, Allemagne, autres États européens, vont venir nous voir et nous solliciter notre soutien. Les personnels Europol, c'est des personnels qui sont originaires des services de police, de gendarmerie de l'Union européenne, de douane aussi. Ce sont parfois des profils civils, juristes, des profils d'experts en matière technique, forensique, divers et variés. Donc il y a toutes sortes de profils. On opère depuis La Haye. Alors ça, très rapidement, vous avez ici sur la présentation une idée un peu de comment est structuré ce service cybercriminalité au sein d'Europol. On est 120 personnels qui sont basés donc au sein de l'agence, dédiés exclusivement à la lutte contre la cybercriminalité. On va couvrir toutes sortes de cybermenaces, à savoir donc les cyberattaques, la fraude en ligne, tout ce qui est en lien avec le darknet. On va aussi couvrir la lutte contre les abus de mineurs en ligne. On va avoir un service technique dédié au forensique, à l'analyse. On aura aussi des capacités en termes de retraçage de crypto-monnaies. J'en dirai quelques mots ultérieurement. Nous aurons aussi tout un travail qui est fait en matière un peu stratégique et entre guillemets politique. On ne négocie pas, l'agence Europol ne négocie pas à Bruxelles les règlements qui vont impacter l'investigation numérique de demain. Par contre, on est sollicité pour fournir notre expertise, pour témoigner, je dirais, de ces textes qui ont un impact sur nos capacités en tant qu'enquêteurs, très clairement. C'est tout un travail stratégique qui est quotidien sur des grands enjeux de sécurité numérique. Trouver la balance entre la préservation de la sécurité numérique du citoyen, le respect des libertés. Et alors ça passe un peu en dehors du radar du quotidien, mais pour nous c'est une question en tant qu'enquêteur qui est cruciale. Si on a les textes qui nous permettent de travailler, bien sûr, on est plus en capacité d'identifier les attaquants. Donc il y a simplement pour votre information, au niveau d'Europol, on travaille aussi sur le crime financier, on va travailler sur le contre-terrorisme, même si cette matière est aussi un domaine de souveraineté, notamment des services de renseignement, services de sécurité, mais on fournit une gamme de soutien au niveau européen. On va travailler aussi donc sur le crime organisé au sens large. Il y a quelques années, on a diligenté des opérations Encrochat, Sky ECC contre les groupes criminels organisés, où on a travaillé sur jusqu'à parfois 1 milliard de messages. Les groupes criminels organisés utilisaient des systèmes chiffrés de communication.
On a récupéré un de ces systèmes téléphone chiffré de communication. On a réussi à l'analyser. On a réussi à craquer donc les codes. Et ça nous a permis, que ce soit dans EncroChat ou dans SkyECC, de travailler sur entre 500 millions et 1 milliard de messages entre ces criminels, où ils étaient en contact, ils organisaient leur activité criminelle, et il y a eu un avant, il y a eu un après. Ça, ce sont des grandes enquêtes emblématiques où on progresse dans la lutte contre le crime, on comprend mieux comment ils travaillent entre eux, quels sont leurs dispositifs, quels sont leurs modes opératoires, et c'est une efficacité accrue au service de l'ensemble des services européens. Donc très clairement, dans le cadre de ces enquêtes, on a utilisé l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un cas quand même emblématique, parce que, imaginez, on a 500 millions de messages, 1 milliard de messages à traiter, où on va analyser qui a dit quoi, comment, au niveau des criminels. Si on n'a pas l'intelligence artificielle pour nous aider à travailler sur ces messages, vous pouvez avoir 30 enquêteurs avec des pizzas pendant 2 mois, enfermés dans une pièce, c'est pas possible. L'intelligence artificielle permet d'avoir un premier outil de travail, sachant qu'on garde toujours le regard humain sur la finalité. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle ne va pas vous dire « vous appuyez sur un bouton, on va aller interpeller un tel parce que l'intelligence artificielle vous a dit « c'est celui-là qu'il faut l'interpeller ». Non. Les outils d'intelligence artificielle qui sont utilisés par les forces de police, gendarmerie au niveau européen, ce sont des capacités qui sont simples, mais qui permettent de processer, de traiter un grand nombre d'informations. Ensuite, il y a l'œil humain qui va effectuer une vérification à son niveau pour dire le résultat est pertinent, le résultat nécessite plus de vérification. Donc là-dessus, on est très soucieux de garder cette maîtrise sur l'information et clairement d'éviter, je dirais, des problèmes sur l'utilisation de ces capacités qui sont essentielles pour l'avenir, car les cybercriminels ont déjà commencé à utiliser l'IA, très clairement. L'IA, elle est utilisée au niveau du darknet. Il y a des dark ChatGPT qui existent, où les cyberattaquants essayent de développer leurs capacités grâce à une sorte de ChatGPT criminel. L'IA est utilisée pour toutes sortes d'escroqueries, pour aussi tout ce qui est attrait à l'abus de mineurs en ligne, la production de contenus pédopornographiques, la fraude, bien entendu. Donc la fraude, nous avons tous reçu des messages qui étaient truffés de fautes, nous promettant moins merveilles. Avec l'IA, malheureusement, les cyberattaquants sont beaucoup plus en mesure de copier un message qui ressemble à quelque chose et de leurrer, malheureusement, les victimes. Si on n'a pas des réflexes de protection et de revérification, maintenant, c'est de plus en plus problématique. Donc, voilà, l'IA, je le note au passage, est une des questions qui impactera l'avenir de la sécurité numérique pour la suite. Et il y a l'informatique quantique, on va évoquer ça. Donc maintenant, passons aux enquêtes. Alors, je vous amène un peu dans cette ambiance d'interpellation. Un matin, à 6h du matin, ça c'était au fin fond de... Je pense que ça devait être en Norvège, sur une de nos opérations. Donc, l'interpellation, très clairement, au niveau des acteurs criminels. Donc, Europol... parfois se déplacent sur place, donc sur les lieux d'interpellation pour assister nos collègues des services d'enquête quand ils le requièrent, sachant que nous, on travaille essentiellement au niveau de la haie et on va préparer ces grandes enquêtes qui vont durer des mois et parfois des années. Je parlais des cas d'EncroChat et de SkyECC, c'est des enquêtes qui ont duré des années. Il faut bien voir une chose, c'est que ces grandes enquêtes judiciaires contre des grands groupes criminels, c'est comme les séries, il y a plusieurs saisons. C'est-à-dire que vous faites une première vague d'interpellation et vous allez démanteler en partie le réseau, mais le réseau, il est éclaté aux 4 coins du monde. Et là, vous faites un premier nettoyage. Ensuite, ce réseau va se recréer. Ils vont chercher, ceux qui restent, à se rétablir leur action. La finalité, je vais y revenir, la finalité, c'est qu'on souhaiterait tous complètement épurer les problèmes,
Mais bon, les groupes criminels se reconstituent, les infrastructures criminelles se reconstituent. L'idée aussi, c'est de les ralentir. Si on les ralentit, on ralentit leur activité, ça signifie moins d'attaques pour vous, au niveau des entreprises, au niveau des particuliers, et c'est toujours du bénéfice. C'est un peu frustrant, je le dirais, au niveau de l'enquêteur, parce que quelque part, les résultats, il y a un résultat noir qui existe. Toutes ces attaques qui n'ont pas eu lieu, malheureusement, on ne voit que celles, malheureusement, qui ont lieu. Mais sachez qu'au travers de plusieurs opérations ces dernières années, on a réussi à rendre la vie difficile à ces groupes d'attaquants, et je vais vous donner des exemples concrets. Vous voyez aussi sur en haut à droite, cette superbe image d'un poste de travail assez insolite. Vous avez peut-être entendu parler du botnet Emotet il y a quelques années. Eh ben, le botnet Emotet était piloté depuis cette salle. Donc, avec des infras qui ne sont pas forcément impressionnantes, vous pouvez voir comment une petite équipe peut causer des dégâts et des problèmes assez conséquents. Donc, ça aussi, c'est assez intéressant de le noter. Au niveau de l'agence, on effectue, si cette matière vous intéresse, je vous invite à aller sur le site d'Europol. On effectue beaucoup de communication sur les opérations donc, que l'on soutient au bénéfice de nos collègues européens. Donc voilà, alors c'est en anglais, hélas. Mais bon, en tout cas, il y a beaucoup d'informations qui seront à votre disposition. Alors Europol, le centre cybercriminalité d'Europol, maintenant, il y a un peu plus de 10 ans. Il a été donc créé en 2013. Et petit à petit, on a créé au niveau de ce centre des nouvelles capacités pour soutenir nos collègues de manière concrète et efficace au niveau opérationnel sur les grandes enquêtes. On dispose au niveau d'Europol d'un cadre 24/7, donc des 24 heures sur 24, il y a des collègues qui vont répondre aux messages, qui vont voir des urgences particulières. On dispose d'une équipe de cyberintelligence qui va analyser les menaces, qui est en contact donc avec les partenaires extérieurs et qui va identifier les modes opératoires des groupes criminels européens, internationaux, qui vont chercher à nous cibler. Et bien sûr, on dispose de nos propres capacités opérationnelles. Alors, on me demande souvent quelle est la différence entre Interpol et Europol. Question classique. Hormis la terminaison en pol, je vous dirais que Interpol est un réseau ancien qui couvre la plupart des pays de la planète. Mis à part quelques pays particulièrement sulfureux, vous aurez la plupart des pays, je dirais 95%, qui seront présents dans Interpol. C'est un réseau qui permet de transmettre un message, d'entrer en communication avec un service de police dans un pays et de lui transmettre, d'ouvrir une porte. Toutefois, Interpol essaye aussi de faire du capacity building, notamment avec certaines régions du globe, l'Afrique, certains pays d'Asie. Toutefois, Interpol a un budget qui est aussi assez limité parfois pour vraiment s'étendre sur l'ensemble des pays de la planète. Et donc, Interpol n'a pas de capacité opérationnelle propre, n'a pas de groupe d'enquête dédié. Et alors, Europol, agence européenne, a ses capacités. Nous avons des enquêteurs, nous, qui vont travailler au niveau de l'Europe, concrètement, sur les enquêtes avec nos partenaires nationaux. Ça, c'est la grosse différence. Nous avons créé en 2014 le GCAT, le Joint Cybercrime Action Task Force. Alors là, vous avez, avec tous ces petits drapeaux, c'est le groupe quand vous voyez une grosse enquête européenne, c'est ce groupe-là qui a travaillé, très clairement. Vous avez 20-25 officiers de liaison qui représentent tous ces pays, qui sont sur une plateforme de coopération, qui travaillent au quotidien, qui travaillent ensemble, qui échangent sur les données opérationnelles, sur les grandes enquêtes, qui vont préparer le terrain pour ces grandes enquêtes qui vont défrayer la chronique au niveau des médias quelques mois plus tard. Donc, ce sont des gens qui ont à la fois une formation en enquête cyber, qui ont aussi une formation en termes de coopération internationale. Et l'idée, c'est vraiment de défricher le terrain pour la phase judiciaire, quand ces dossiers vont être proposés à la justice,
Donc là, on est sur du travail concret, quotidien, et on va pouvoir mener toutes ces enquêtes grâce à ce groupe. Nous avons aussi développé au fur et à mesure des dispositifs particuliers pour lutter contre les grandes menaces. L'exemple que je vais vous citer là, c'est le International Ransomware Response Model, qui est un plan d'action contre les rançongiciels. Les rançongiciels sont devenus... c'est une menace emblématique pour les entreprises, pour beaucoup d'acteurs. Alors, ça n'a pas la volumétrie de la fraude en ligne, mais toutefois, les rançongiciels, là où la fraude en ligne va cibler l'ensemble des victimes, particuliers, entreprises, le rançongiciel va faire mal sur des acteurs qui seront comme des acteurs d'importance vitale, des entreprises sensibles. Bon, comme ce matin, il y avait une présentation notamment du ComCyber sur les tendances. Donc là, très clairement, il y a toute la question des secteurs de la santé, des secteurs des administrations qui sont ciblées, des entreprises, avec 60% des entreprises ciblées par une cyberattaque, mettre la clé sous la porte un an et demi plus tard. Voilà, là on est vraiment sur de l'impact, sur du concret. Et ce qui était noté notamment ce matin, c'était une baisse des plaintes, des signalements en termes de rançongiciel récemment. Alors, j'espère que quelque part, l'action des services d'enquête, que ce soit au niveau France ou au niveau d'Europol, ont bénéficié à cette baisse de 13%, de moins de 13% des attaques en rançongiciel. C'est pas fini, on est toujours confronté à ces attaques. L'idée de ce plan européen, ça a été d'essayer de casser les moyens des groupes criminels attaquants. J'ai travaillé en national. Quand vous êtes en national, vous êtes enquêteur, vous recevez une plainte, vous travaillez dessus, vous saisissez les partenaires extérieurs pour obtenir de l'information et vous essayez d'identifier les attaquants. Au niveau d'Europol, en partenariat avec nos collègues nationaux, on va essayer, nous, de casser les capacités des attaquants. Un groupe de rançongiciels, il va utiliser des plateformes criminelles, il va utiliser des moyens d'anonymisation, des VPN, il va utiliser des crypto-mixeurs pour processer, pour utiliser de la crypto-monnaie. Et on va essayer de casser tous ces moyens. Et parfois, on y arrive. Ça, c'est le côté positif. Je vais vous donner des exemples. L'autre point... Donc, en termes de capacité, au niveau d'Europol, on travaille énormément avec le secteur privé, avec les entreprises. On dispose de 4 groupes de coopération avec une trentaine d'entreprises à chaque fois, et je vais vous en dire plus. Le dernier point aussi sur ce slide que je vais vous présenter, qui est vraiment une innovation au niveau Europol, international particulière, sur la lutte contre les rançongiciels. C'est No More Ransom. No More Ransom, la plateforme, est une plateforme qui a été créée maintenant en 2016. L'idée, c'est que, en tant qu'enquêteur, on travaille sur une enquête sur les rançongiciels, on découvre un groupe, on récupère la clé de déchiffrement contre ce rançongiciel. L'idée, c'est que cette clé de déchiffrement, on va la mettre à disposition pour les victimes. C'est-à-dire qu'après, quand les victimes seront attaquées, elles peuvent se connecter sur cette plateforme et vérifier s'il y a une solution, une clé de déchiffrement disponible pour l'attaque dont la victime aura fait l'objet. Donc c'est concret, ça permet d'aider la victime, ça permet de casser un système criminel, un écosystème criminel. Et donc, il faut savoir que sur cette plateforme No More Ransom, nous mettons à disposition 200 clés de déchiffrement contre des familles on traite 200 familles de rançongiciels. Alors, on n'a pas toutes les solutions pour toutes les attaques de rançongiciels, mais régulièrement, on publie de nouvelles clés de déchiffrement. Si jamais vous êtes victime d'un rançongiciel, vous pouvez consulter cette plateforme et avec de la chance, la clé de déchiffrement pourra être disponible sur cette plateforme. Alors, sur le rançongiciel, ça va solutionner le fait que vous pourrez récupérer vos données. Ça ne solutionnera pas le fait que vos données pourront être revendues, malheureusement, sur les plateformes du Darknet. Parce que maintenant, ce qu'on appelle le double extorsion modèle, donc non seulement les attaquants chiffrent vos données, contre une rançon, ils peuvent revendre vos données sur le Darknet et parfois ils font pression avec
la violence en ligne pour que vous payiez. Ça, c'est le triple modèle de rançongiciel, comme on appelle ça. Au niveau de ces trois, donc des centres de cybercriminalité, on dispose donc de capacités techniques. L'enquête cyber, c'est du technique par nature. C'est la base donc de notre travail. On a un laboratoire de forensic digital où on va pouvoir prêter assistance à des pays donc, qui en auront besoin. La France est bien dotée en termes de capacités forensiques pour ces enquêtes. Ce n'est pas le cas de tous les pays, très clairement, au niveau de l'Union européenne. Vous avez certains petits pays qui, malheureusement, n'ont pas ces capacités. Europol va pouvoir leur prêter assistance sur ces besoins. On dispose aussi de capacités en termes de déchiffrement, à savoir, si vous voulez, alors très clairement, le déchiffrement, c'est une problématique en termes d'investigation numérique, car c'est très bien le déchiffrement pour le citoyen qui va protéger ses transactions. La problématique, c'est que lorsque le déchiffrement est utilisé par des mains criminelles, pour s'anonymiser, c'est un challenge pour nous en termes d'enquêteurs. Alors, en fonction de nos enquêtes, on trouve parfois des solutions, on les met en commun avec nos collègues. J'ai parlé d'encrochade de SkyECC, où on a réussi à recalculer les mots de passe de manière globale et automatisée. On peut parfois réussir, dans certains cas, à avoir l'accès aux données en dépit de ces techniques d'anonymisation utilisées par les cybercriminels. Ce qu'il faut retenir, c'est au cas par cas. Parfois, on a de la chance, parce que les cybercriminels font des erreurs. Parfois, ce ne sera pas possible. Et dans beaucoup de cas, bien malheureusement. Et c'est un problème qui reste entier, très clairement, pour nous. Le partenariat public-privé. Le secteur privé, les entreprises, c'est à la fois les premiers qui sont ciblés par les cyberattaques, ce sont aussi ceux qui détiennent l'information. Les plateformes, les entreprises ont énormément d'informations sur la manière dont les cyberattaques ont été diligentées. Ces informations sont nécessaires pour nous pour les retracer, pour les identifier. On dispose de 4 groupes de coopération dédiés à ce partenariat entre Europol et les entreprises. Ce ne sont pas seulement des entreprises européennes, il y a aussi des entreprises américaines ou internationales. Donc, on travaille on a un premier groupe qui sera dédié au secteur de la cybersécurité, avec des acteurs qui vont travailler, donc des antivirus, donc des acteurs de cloud, divers et variés. On a aussi un groupe dédié aux service providers, donc ces fournisseurs de services. Donc, c'est un groupe beaucoup plus hétéroclite, celui-là, avec des acteurs de l'e-gouvernance, des acteurs du cloud, des telcos aussi, télécommunications. On a un groupe dédié au secteur bancaire qui, bien sûr, est particulièrement ciblé par les attaques. Là également, donc, entreprises financières diverses et variées. Et un groupe dédié à la recherche et au développement, des universités, des associations, des organisations qui vont nous aider à créer des outils qui vont aider l'investigation numérique pour les enquêteurs européens. Quel type de coopération on fait avec le secteur privé en tant qu'Europol ? On va attendre du secteur privé qui nous aide dans les enquêtes concrètement, qui nous aide à accéder à l'information. On va attendre à ce qu'il nous aide aussi pour nos opérations de takedown, lorsqu'on doit démanteler des infrastructures criminelles. On va attendre de sa part qu'il nous aide à développer des outils pour aider les investigations. On va attendre aussi qu'il nous aide dans nos opérations de communication, de prévention, sensibilisation. Là aussi, on a un partenariat qui est très, très développé. Et donc, il y a tout un écosystème de confiance qu'on a réussi à développer avec ces entreprises et donc qui impacte vraiment notre efficacité au niveau des enquêtes. Et là, donc, on commence à basculer dans le côté opérationnel et les enquêtes diligentées. Les enquêtes que vous avez sur cet écran, ce sont des exemples des résultats, sont les résultats du plan d'action contre les rançongiciels que j'ai évoqué il y a quelques instants. Vous pouvez voir, ça c'est toute l'année 2024. Donc diverses opérations qui ont été 2023-2024 qui ont été diligentées, soutenues par Europol au bénéfice des services européens
contre des groupes de cybercriminels sur les rançongiciels. Alors, toutes ces opérations, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'elles ont nécessité, bien sûr, une coordination accrue au niveau d'Europol. Europol fournit des capacités de coordination, des salles de travail sécurisées, des moyens d'échange d'informations sécurisés. On va aussi mettre en commun des données, des bases de données pour effectuer des recoupements. On va aussi saisir des crypto-monnaies, parfois on y arrive, et donc ça aussi c'est tout le bénéfice des enquêtes. On va aider les victimes tant qu'on le peut, et donc voilà, c'est tout cet aspect, tout ce pack de coopération qu'on va pouvoir fournir. Dans le cadre de ces enquêtes, les groupes criminels ont ciblé des infrastructures critiques, ils ont ciblé des hôpitaux, ils ont ciblé des grandes compagnies, et parfois aussi donc tout un tissu de PME. Ils ont utilisé donc le double extorsion, le modèle double d'extorsion, faisant pression sur les victimes. Ils ont réussi à s'infiltrer en utilisant le phishing, les spams, en utilisant des vulnérabilités. Au niveau d'Europol, on a donc travaillé à neutraliser leur VPN, à neutraliser les botnets qu'ils pouvaient utiliser, à essayer de casser cet écosystème criminel, de plateformes criminelles qui existe, ce que les Anglais appellent le crime as a service. On a aussi neutralisé un cryptomixeur, je vais y revenir. Le rôle ici, c'est vraiment pour Europol d'apporter un soutien d'analyse, un soutien technique forensique, la coordination, les cryptos, donc la saisie des cryptos. Et dans le cadre d'une enquête, généralement, on va travailler environ avec 5 à 10 pays. Il y avait une excellente coopération avec les Ukrainiens. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces dernières années en Ukraine. Il y avait beaucoup de groupes criminels. On peut le noter. Ce qu'on peut retenir quand on voit toutes ces enquêtes, en fait, c'est que les arrestations sont possibles. Il faut de la chance, il faut de la préparation. C'est difficile. Les conditions générales de travail sont compliquées. Parce qu'on doit, en tant qu'enquêteur, travailler sur le légal, on doit travailler sur le technique. On peut arriver à démanteler les infrastructures criminelles, à saisir de la crypto. Ça, c'est quand même un point qui est positif en termes de revenus pour la justice, quelque part. Hein. Donc, on peut essayer de dédommager parfois les victimes dans certains cas. Et surtout, c'est un cercle vertueux, parce que vous travaillez sur un groupe criminel, vous allez acquérir de la connaissance sur ce groupe criminel. Même s'il se reconstitue, vous partez pas de zéro 2 ou 3 ans plus tard. Vous allez retravailler sur ce groupe criminel, sur ce qui reste, et petit à petit, en fait, c'est un rapport de force vous arrivez à le pousser de manière à ralentir leur action. Ça veut dire moins d'attaques, ça veut dire des criminels qui sont moins chevronnés, qui sont moins performants. Et donc, c'est un atout complémentaire aux mesures de cybersécurité que vous pouvez prendre à votre niveau. Donc, très, très clairement, je vais vous donner, pour terminer quand même, quelques exemples d'opérations qui ont été soutenues par Europol ici. On a travaillé sur un VPN utilisé par les cybercriminels qui était VPN Lab. Ça, c'était en 2022. En fait, VPN Lab, c'était un moyen d'anonymisation utilisé par les cybercriminels. On a, sur cette enquête neutralisée, 15 serveurs. Hein. C'est un travail conséquent. Ce qui est intéressant, c'est que alors qu'on travaillait sur cette enquête, sur VPN Lab, on s'est rendu compte qu'il y avait une centaine d'entreprises qui étaient en train d'être ciblées par les attaquants. Donc là, on a permis d'empêcher ces attaques. Et ça montre bien aussi ici le côté positif de l'investigation au profit des entreprises. L'opération Hive, sur Hive, l'opération Dawnbreaker. Ici, on est parvenu. Donc, c'était un groupe qui ciblait les grandes entreprises de télécom, les grandes entreprises du secteur de l'énergie, des infrastructures critiques. Là, on a réussi à démanteler le réseau et à fournir des clés de déchiffrement pour la plateforme No More Ransom que j'ai mentionnée précédemment.
Et grâce à ces clés, on a réussi à empêcher le versement par les victimes de près de 120 millions d'euros que les victimes n'ont pas eu à payer aux cybercriminels. L'opération Doppelpaymer, donc sur Doppelpaymer, opération Parc. Là, ici, on a réussi donc le démantèlement d'un malware des infrastructures. Ce Doppelpaymer était soutenu par Emotet. Donc, on a effectué des perquisitions donc dans divers pays. J'ai mentionné ShipMixer. Donc, c'est un outil qui était utilisé par les cybercriminels pour procéder au blanchiment de crypto-monnaies. Dans le cadre de l'opération Atlas, ShipMixer, on a démantelé cette plateforme. On a saisi 4 serveurs et près de 7 Tera de données. Et donc 44 millions d'euros saisis donc en Bitcoin. L'opération QuakeBot, donc contre QuakeBot, l'opération Endgame. Endgame est une opération qui dure depuis plusieurs années maintenant. Et c'est ce que je disais, vous avez ce cycle d'opérations qui revient régulièrement. Et là aussi, donc, on a procédé à démantèlement de cette infrastructure botnet majeure au niveau international. Cette infrastructure majeure au niveau international avait ciblé près de 700 000 ordinateurs dans 30 pays, pour vous donner un peu l'idée de l'ampleur de ces réseaux, très clairement. L'opération contre le Ragnar Locker, qui était un malware, un ransomware, là on a procédé à des interpellations en France, Espagne, en Ukraine, et toujours le démantèlement des infrastructures. Et enfin, Logbit, vous en avez peut-être entendu parler il y a quelques années, donc l'an dernier. Là, c'est une opération emblématique. Logbit, c'était quand même l'un des ransomware les plus prolifiques, majeurs au niveau international. Logbit, c'était 25% des attaques de ransomware ces dernières années, qui a causé des milliards de dégâts, de dommages dans 64 pays. Là, très clairement, le réseau, c'est un réseau important parce qu'on avait 200 individus dans le réseau. Les groupes rançongiciels, généralement, c'est 15-20 individus qui travaillent entre eux. Là, on avait 200 personnes. Très structurés, les groupes criminels sont devenus de plus en plus professionnels ces dernières années. Ils se répartissent les tâches de manière beaucoup plus professionnelle, entre guillemets. Et Logbit était un exemple particulièrement emblématique de cette structuration. Ils avaient une sorte de service après-vente. Enfin, tout était organisé au niveau de leur plateforme, de manière très claire. On a réussi donc à démanteler en partie ce réseau. Alors, ça se recrée, mais bon, c'est le jeu perpétuel de la course. En résultat de l'opération Logbit, on a eu 2 arrestations, on a eu aussi 14 000 comptes identifiés qui servent aux activités cybercriminelles, qu'on a identifiés et démantelés, et un soutien aux victimes en fournissant des clés de déchiffrement, donc pour vous donner une idée. Plus récemment, alors là, ce sont les opérations soutenues par Europol, donc l'année dernière. Là, vous avez quelques cas emblématiques. Donc, l'opération Talent, qui a ciblé un marketplace, donc un forum cybercriminel, qui regroupait 10 millions d'usagers. Donc là, vous voyez bien, on est vraiment sur des grosses opérations internationales avec un nombre de cybercriminels très important. Cette plateforme a été utilisée pour la revente de biens illicites, de drogues, des armes. Et c'était une plateforme de groupes criminels où les gens rentraient en contact, échangeaient leur mode opératoire, discutaient des meilleures pratiques pour attaquer. Et donc, nous avons procédé au démantèlement de cette plateforme. L'opération Endgame, donc deuxième saison, si je puis dire, où là, Endgame était utilisé pour faciliter l'accès donc à des ordinateurs pour déployer des malwares. On a fait 5 interpellations et là, le démantèlement d'infrastructures. L'opération Eastwood. L'opération Eastwood, c'est une histoire de DDoS.
affaire de DDoS. On effectue régulièrement aussi des opérations donc, qui visent à démanteler les infrastructures d'attaque DDoS. Donc tous les ans, on casse les infrastructures. Celle-là ciblait plus spécifiquement un groupe russe, NoName 057, qui attaquait l'Ukraine 73 fois par jour. Donc, ils attaquent l'Ukraine, mais pas seulement l'Ukraine, ils attaquent aussi l'ensemble des pays qui peuvent soutenir l'Ukraine. Donc là, on a réussi à procéder à 2 arrestations, on a 7 mandats qui sont toujours en cours, mandats internationaux de recherche, et on a démantelé une centaine de serveurs. L'opération Macefall, Lumna, pour ceux qui le connaissent, qui est un info-stealer. Donc on est toujours sur cette idée de fournir un crime aux cybercriminels. Sur cette opération, on a travaillé beaucoup avec Microsoft. Très clairement, une très bonne coopération. On a dénombré près de 400 000 ordinateurs compromis. On a réussi donc à procéder à la neutralisation de 300 domaines utilisés par les criminels. Et on a saisi 1300 autres domaines. Voilà, très bien. L'opération Phobos, qui est un cas de rançongiciel assez intéressant qui ciblait les PME, les petites et moyennes entreprises européennes. Et en fait, le groupe d'attaquants était situé en Thaïlande. Donc, là aussi, on a réussi à interpeller l'administrateur. On a alerté 400 entreprises pour les informer qu'elles étaient cibles potentielles d'un groupe. PowerOff, qui est toujours une opération contre les attaques DDoS. SimCartel, où là on a démantelé une capacité cybercriminelle de soutien. Donc en fait, des cybercriminels sur cette plateforme vendaient des SIM cards, des cartes SIM pour faciliter l'action des cybercriminels. On a saisi 40 000 cartes SIM et 1200 SIM-box, donc, qui ne sont plus à disposition des cybercriminels. Et on a saisi 300 000 euros de crypto au passage. L'opération Raptor, enfin, qui est une opération dédiée au Darknet, là impliquant des services de 4 continents divers, et on a procédé à 270 interpellations. Oups, vous voulez photographier? Je vous en prie. Alors, toutes ces informations sont disponibles en ligne sur le site d'Europol. N'hésitez pas à vous y rendre, vous aurez ces informations. Tous les ans, nous faisons une analyse de risque au niveau européen sur les modes opératoires des cybercriminels. Ce rapport est le rapport IOCTA. Donc, si vous êtes intéressé par les grandes tendances de la cybercriminalité au niveau européen, je vous invite à consulter ce rapport. Cette année, il a un fil directeur qui est sur la data, très clairement. La donnée est devenue un enjeu et un acteur, enfin une part majeure de la cybercriminalité. Cette donnée, elle est... Alors, on a les groupes criminels se sont spécialisés très clairement sur donc le vol de ces données. Il y a toutes différentes fonctions donc, qui sont réparties au niveau des groupes criminels. Ils continuent à exploiter très clairement les erreurs humaines. Hein. Le phishing reste très clairement un mode d'accès majeur dans leur façon d'acquérir les données. Le social engineering, l'exploitation des vulnérabilités, l'infiltration dans les réseaux. Ensuite, la donnée collectée sera utilisée donc, directement ou alors revendue sur des plateformes criminelles, que ce soit le Darknet, que ce soit aussi, ou alors via des applications chiffrées, sécurisées de communication. Il y a une tendance qui commence à se développer, c'est que les cybercriminels rentrent en contact sur le Darknet et ensuite, pour discuter entre eux, ils utilisent des applications chiffrées. Donc ça, c'est un challenge supplémentaire pour nous en termes de services d'enquête. Donc voilà, je vous invite à consulter donc le groupe, donc ce rapport qui vous donnera beaucoup plus d'informations, je dirais, sur ces questions. Je vais terminer maintenant sur les défis pour les enquêteurs, très clairement.
Nous, on a des succès, on arrive à travailler et maintenant on doit résoudre des problèmes en termes d'enquête qui sont des problèmes à la fois techniques, parfois des problèmes légaux, parfois des problèmes politiques. Cette question de l'anonymisation et du chiffrement, les enquêteurs, enfin les groupes attaquants utilisent des moyens d'anonymisation. C'est une problématique majeure maintenant. Tous les cybercriminels, même les plus nuls en maths, utilisent le chiffrement. Donc ça, c'est un fait. Et maintenant, pour notre futur, on devra voir comment continuer à accéder aux informations. L'informatique quantique, elle va être maintenant aussi une question pour nous, en termes de cyber-enquêteurs, pour l'avenir. La cybercriminalité, elle est quantitative. Nous sommes bombardés par des attaques. Là, la solution, c'est l'intelligence artificielle. Des outils qui sont raisonnables, qui sont bien optimisés pour fournir des résultats qui sont fiables, mais qui vont nous permettre de traiter un nombre important de données. La coopération internationale, on doit travailler au niveau européen. C'est relativement un peu plus simple au niveau européen. Au niveau international, ça devient compliqué parce que les données se baladent un peu partout, très clairement. Et là, pour nous, c'est aussi un enjeu en tant qu'enquêteurs. La gestion des données, la conservation des données, c'est une question au niveau européen. Donc, pour retracer une attaque, on a besoin de revenir en arrière, c'est pas retour vers le futur. Mais si les données ne sont plus disponibles sur les connexions, on aura du mal à retracer ces attaquants. Les crypto-monnaies, si vous êtes un expert des crypto-monnaies, je vous félicite parce que votre avenir professionnel dans les années à venir va bien se passer. Il y a un besoin qui est énorme, il y a vraiment, c'est un domaine qui est très porteur. Et là, on a besoin d'experts, que ce soit dans les différents services d'enquête, de sécurité. Très clairement, la crypto-monnaie, c'est devenu horizontal dans notre lutte contre les groupes criminels qui utilisent massivement la crypto-monnaie. L'interception des communications. L'interception, c'est, pour nous, on a besoin d'avoir accès à ces données. Donc là aussi, on doit déchiffrer des contenus. On doit aussi savoir ce que les cybercriminels préparent. Et aussi pour tout simplement prouver devant la justice la réalité qu'un individu est un criminel ou a des liens avec le milieu criminel ou n'en a pas. Donc ça, ce sont les enjeux principalement pour nous en tant qu'enquêteurs. On espère que l'évolution légale et technique nous permettra de garder cette capacité d'enquête. Dans le domaine physique, c'est facile. Vous avez une scène de crime, vous arrivez, les experts Miami, tout ce que vous voulez, vous faites vos prélèvements. Au niveau des enquêtes numériques, c'est beaucoup plus compliqué. L'espace numérique est volatile, il peut être effacé, et pour nous, c'est le véritable enjeu. Voilà. Si vous voulez consulter le rapport Yocta, je vous ai mis ce superbe QR code ici. En tout état de cause, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour des questions si vous en avez. Je vous remercie. Alors, j'ai une question sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. J'ai souligné l'intelligence artificielle comme capacité d'enquête. La question porte sur comment les cybercriminels utilisent l'IA. Alors, il y a toute une série d'évaluations qui ont été faites par les services de sécurité, de police, sur comment on risque d'être impacté. C'est en effet un problème. Qu'est-ce qu'on constate actuellement ? Les cybercriminels, ils ont utilisé l'IA notamment sur les plateformes criminelles pour développer leurs propres compétences. Ce que je citais, le chat GPT criminel sur certaines plateformes. Ils utilisent l'IA massivement aussi en matière de fraude. Comment rédiger un message au nom de France Télécom sans faire des... Au niveau de la fraude, vous avez des attaques qui vont être de tout horizon, international. Jusqu'à présent, on avait plutôt une logique linguistique. Des pays francophones ciblaient des pays francophones, des pays anglophones, d'autres pays anglophones, etc. Là maintenant, avec l'IA, vous pouvez rédiger un message en japonais et essayer de voir si sur les 100 000 messages que vous allez envoyer, vous aurez peut-être quelques-uns qui vont mordre à l'hameçon. Vous avez des messages maintenant qui ressemblent un peu plus à quelque chose. Ça, c'est l'utilisation de l'IA, très clairement. Vous avez l'utilisation de l'IA pour toutes sortes d'arnaques.
Bon, l'exemple assez emblématique, c'était le faux Brad Pitt qui avait leurré, je dirais, une personne sur son lit d'hôpital. Vous avez l'IA qui est utilisée aussi en termes d'abus de mineurs en ligne, où les pédophiles vont créer des contenus pédophiles en ligne. Alors vous allez me dire, oui, mais en soi, c'est pas une attaque, il n'y a pas de victime. Bah oui et non. Parce que le problème pour nous, c'est que le temps qu'on passe sur ces contenus artificiels, on ne le passe pas à sauver des vraies victimes. Donc on reçoit ces contenus, on les processe et on doit déterminer si c'est du vrai, du faux. Donc c'est aussi une problématique pour nous en termes de services de police, gendarmerie. L'IA, elle peut être... Alors, il y a divers scénarios qui ont été élaborés aussi par les services les forces de l'ordre sur l'utilisation possible de l'IA pour identifier des vulnérabilités. Pour l'instant, on est encore sur ce balbutiement, je dirais, de l'utilisation de l'IA des deux côtés d'ailleurs, que ce soit force de l'ordre, que ce soit cyberattaquant. On n'est pas encore sur des attaques IA presse-bouton où ça va tout solutionner pour l'attaquant. Mais il y a cette utilisation qui vont aider l'utilisation qui va aider les cybercriminels à développer petit à petit leur capacité sur telle ou telle capacité, je dirais à tel ou tel stade d'une cyberattaque. On commence à le voir en effet, mais pour l'instant c'est un peu diffus. Voilà. On n'a pas une grosse affaire qui ne repose que sur l'IA, sauf en pédopornographie, où là on a eu une affaire récemment à Europol, où là c'était des contenus massivement conçus par l'IA. Mais voilà, par contre, en matière de fraude, l'IA est déjà là, très clairement. Je vous remercie. D'autres questions ? Écoutez, si ce n'est pas le cas, j'ai été clair et je m'en félicite. Merci.